Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Oui, l'idée c'est de poser finalement cette question culturelle dans justement la manière de penser, notamment l'habitat durable de demain. En fait, cette question, je l'ai particulièrement travaillée dans le cadre d'un cahier d'inspiration qui s'appelle Habiter demain, qu'on a travaillé donc avec la Banque des Territoires, avec une résidence de création collaborative qui s'appelle la Hive, qui s'appelait la Hive, et qui était localisée sur le campus d'innovation The Camp, près d'Aix-en-Provence, je ne sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas, c'était toute une réflexion un peu prospective sur c'est quoi habiter demain. Voilà la question qui était posée. Et donc, j'étais chargé d'écrire un petit peu ce petit cahier d'inspiration. Alors, par rapport à ça, j'étais un peu embêté. C'est-à-dire, j'ai commencé à regarder tout ce qui pouvait s'écrire, actuellement sur justement l'habitat de demain, et j'ai été quand même frappé par, on va dire, le déterminisme technologique qu'il peut y avoir dans les différents écrits que je pouvais lire. C'est-à-dire vraiment cette idée que la technologie, les technologies notamment numériques, beaucoup, auraient cette capacité à répondre à l'ensemble des maux de nos sociétés, et notamment par rapport au fait que l'habitat, les constructions, ont des effets négatifs sur les consommations énergétiques et sur notamment la biodiversité, le changement climatique. Alors par rapport à ça, j'étais un peu embêté parce que j'arrivais pas à fondamentalement déterminer ce que pouvait être l'habiter et l'habiter de demain. J'arrivais pas à penser avec cette matière-là. Du coup, fatalement, je suis allé relire des textes, et notamment de philosophes. Heidegger, donc c'est un texte très connu d'Heidegger qui a fait prononcé une conférence en fait en 1951 en Allemagne, et qui était en fait donc une conférence, ça s'appelait Bâtir, habiter, penser. Et en fait, Heidegger était extrêmement critique par rapport à ce qu'il pouvait voir, analyser de la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre. Et en fait, ce qu'il nous dit Heidegger, c'est assez simple. Ce qu'il nous dit, c'est que finalement, il suffit pas d'être abrité, d'être logé pour habiter. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'habiter, c'est beaucoup plus fondamental. Habiter, pour lui, c'est trouver sa place dans le monde. En fait, il conçoit l'habitat un peu comme une espèce d'interface, un espace transitionnel un peu, entre finalement l'intimité, l'individu, ses affects, ses désirs, des choses extrêmement intimes, et puis le monde extérieur. En fait, il dit que l'hypothèse, c'est que l'individu, en fait, est plutôt étranger par rapport à ce monde. Il a beaucoup de mal à s'orienter. Il a besoin, à un moment donné, d'un espace un peu transitionnel qui lui permette de se réconcilier avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que ça nous dit beaucoup de choses sur une manière de regarder à la fois l'habitat qu'on a pu produire et possiblement aussi l'habitat de demain. Juste pour illustrer le propos d'Heidegger, il y a très souvent la maison sur la cascade, pareil, c'est assez connu comme architecture de Frank Lloyd Wright, donc qui a été construite dans les années 30 aux États-Unis. Et souvent, en fait, cette maison sur la cascade, beaucoup d'auteurs nous disent que, voilà, quelque part, ça explique, ça donne à voir ce que voulait nous raconter Heidegger sur une manière de matérialiser, en fait, la pensée d'Heidegger, avec un souci, si vous voulez, des ouvertures, cette idée d'avoir des habitats qui soient liés vraiment à un contexte naturel, à un contexte social spécifique, et puis aussi ce souci de verticalité entre un ancrage à la terre territoriale et une architecture qui tend aussi vers le ciel. Alors par rapport à ces propos d'Heidegger, on a été assez frappé dans l'analyse qu'on a pu faire sur finalement ce constat que l'architecture qu'on a pu développer dans l'après-guerre fonctionnait quasiment à l'envers des principes d'Heidegger. Deux types d'explications, à la fois une évolution aussi du métier d'architecte, avec notamment tout un mouvement des stars architectes qui a été focalisé sur la question de l'objet, de la sculpture quasiment, avec finalement peu d'intérêt ou peu de réflexion sur la question de l'usage des individus, de la possibilité à un moment donné aussi de répondre à un habitat qui corresponde à des formes intimes des individus. Et surtout, ce que Marc Auger qualifie de non-lieu inhabitable, c'est-à-dire des constructions standardisées, réglementées, normalisées, qui à un moment donné font fi à la fois du contexte et font fi clairement aussi de la possibilité intime qu'on pourrait avoir à un moment donné à pouvoir repenser nos habitats au regard de nos désirs, de nos aspirations, de nos affects, de nos émotions et tout ce qu'on veut. Alors par rapport à ça, on peut le voir notamment, y a deux phénomènes qui sont extrêmement intéressants. C'est
à la fois finalement cette prise de conscience progressive, on va le voir après, c'est attesté par des analyses, mais cette prise de conscience finalement de déconnexion de nos habitats vis-à-vis finalement de nos modes de vie, de nos modes d'habiter, de nos modes d'être chez soi, et surtout de l'évolution de ces modes de vie. Avec notamment plusieurs expériences qui, à un moment donné, permettent cette prise de conscience collective. C'est tout simplement l'évolution des modes de vie, de nos sociétés. Et je pense notamment à l'évolution des formes familiales, de plus en plus de familles monoparentales, par exemple, de plus en plus de situations où l'enfant reste à la maison des parents jusqu'à 30 ans, par exemple. Donc c'est juste des expériences, en fait, qui nous montrent qu'il y a des évolutions de la société, par exemple, et qui, quelque part, rentrent en confrontation par rapport à des logements extrêmement normalisés qui empêchent, en fait, des formes aussi d'adaptabilité. D'autres expériences, le Covid, ça a été extrêmement important, ça aussi. Le Covid, c'est-à-dire, ça nous a permis de faire l'expérience de pouvoir penser de multiples usages chez soi, c'est-à-dire d'apprendre à travailler chez soi, de pratiquer des loisirs, de s'occuper de l'éducation des enfants. En fait, juste de faire l'expérience de ce que pourrait être un lieu non pas monofonctionnel, vous résidez ici, mais effectivement d'espace plurifonctionnel. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et puis, deuxième point important, c'est évidemment, on en a parlé beaucoup dans l'introduction, mais c'est ce changement climatique, cette prise de conscience effectivement de l'effondrement du monde, et à un moment donné, de juste regarder son habitat et de se dire que effectivement, il n'y a pas beaucoup de liens par rapport à un contexte, notamment environnemental, naturel, le lien au paysage, et aussi plus largement social et culturel. Alors par rapport à ça, il y a quand même des études très intéressantes de l'ONU Habitat, de l'Observatoire de l'Habitat, de la Caisse des dépôts. Il y a des auteurs comme Fijalkov qui a écrit l'Archipel résidentiel. En fait, ils nous disent que ça bouge, ça évolue. C'est-à-dire que le rapport des individus à leur logement, à leur habitat évolue. Et c'est attesté par des études et des enquêtes, notamment sur la prise de conscience écologique. Aujourd'hui, il y a 6 Français sur 10 qui souhaitent aller vivre plus proche de la nature, mais qui souhaitent adopter davantage de pratiques éco-responsables. Alors, ce qui est intéressant, c'est des études sur le temps long, donc qui montrent une vraie évolution de ce point de vue. Il y a aussi cette idée, finalement, d'aspirer à des formes d'habitat qui permettent de tendre davantage vers l'autosuffisance, de pouvoir aussi partager toute une série de services, de travailler sur des formes plus collaboratives, d'être effectivement plus sensible à ces questions écologiques. Donc par rapport à ces tendances, on s'est dit qu'il y avait finalement plus ou moins 6 figures de l'habitat qu'on pouvait identifier aujourd'hui qui nous parlaient des possibilités de réconcilier finalement l'individu avec son habitat et puis de réconcilier les habitats avec aussi leur contexte naturel et écologique. Alors par rapport à ces 6 figures, donc on a créé ce cahier d'inspiration qui présente l'intérêt donc de décrire ces 6 figures, de comprendre pourquoi est-ce que finalement ça émerge ces types d'habitats, et puis d'avoir un peu une analyse critique sur à la fois ce que ça pourrait aussi nous dire sur la fabrique d'habitats futurs, et puis aussi les points de vigilance ou en tout cas les points de tension que ça peut aussi faire émerger. Alors évidemment, l'idée c'est pas du tout de vous détailler ces figures-là, on pourra en discuter tout à l'heure d'ailleurs dans le cadre de la table ronde, mais juste de vous présenter ces 6 figures qu'on a pu identifier. Alors première figure, c'est l'habitat adaptable et résilient, c'est-à-dire un habitat en capacité de s'adapter en fonction de l'évolution des usages et des mutations écologiques, sanitaires ou socio-économiques. Donc là, il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui qui nous parlent finalement de chronotopie, d'habitat adaptable, de volume capable, de pièces en plus, de logements évolutifs, d'espaces réversibles. Je passe sur tous ces mots, mais si vous voulez, c'est ce que nous disent finalement ces différentes, on va dire, sous-figures, c'est finalement de la possibilité de pouvoir faire évoluer les habitats, d'adapter les habitats en fonction des usages, en fonction de l'évolution des modes de vie, en fonction aussi de la temporalité, de l'évolution de la journée, de l'évolution des saisons. Et donc, beaucoup de choses qui sont construites par des architectes, notamment, et pensées. Je pense notamment au volume capable, qui a été... Ce principe qui a été développé dans le quartier Brazza à Bordeaux par l'architecte Youssef Tomé, le chronotope à Paris, qui est vraiment un nouveau bâtiment qui pense complètement cette chronotopie à l'échelle de la journée et aussi au niveau de l'évolution de la semaine. Voilà, beaucoup de choses qui sont développées aujourd'hui qui nous parlent de cette figure-là. Autre figure, ça va être tout ce qui va concerner l'habitat coproduit et partagé.
avec derrière tout le mouvement autour notamment de l'habitat participatif. Alors certes, c'est encore alternatif, mais il y a de plus en plus d'expériences qui visent justement à créer des habitats de manière coproduite avec les futurs notamment habitants de ces lieux-là. Vous allez voir tout le mouvement aussi des co-living par exemple. Il y a certaines situations qui à un moment donné ou expériences qui permettent de penser à la fois le logement, la résidence et puis aussi le fait de pouvoir aussi travailler en collaboration avec d'autres personnes. Troisième type de figure, c'est l'habitat numérique. Alors ça, l'habitat numérique, il y a une espèce de tropisme, comme je vous le disais. C'est très souvent les outils numériques sont pensés pour en tout cas, sont considérés comme étant des futurs pour penser l'habitat de demain. Par rapport à ça, nous, ce qu'on a voulu dire, c'était un peu de replacer la technologie numérique dans le cadre repenser l'outil numérique, en tout cas, véritablement comme un outil. C'est-à-dire qu'il doit être réencastré, réancré dans des enjeux sociétaux, culturels. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Et je pense notamment, tout le mouvement des Fab Labs, je vais pas revenir là-dessus, mais des applications numériques qui permettent à un moment donné, effectivement, de favoriser notamment le vivre ensemble dans le cadre des habitats, qui permettent de favoriser l'implication des usagers dans le cadre de la production de l'habitat. Je pense à Habix, par exemple, qui va proposer des solutions numériques qui permettent aux usagers de pouvoir aussi participer à la conception de leur logement. Autre type de figure, ça va être l'habitat frugal. Donc là, c'est un habitat qui vise à offrir plus de satisfaction à ses habitants tout en consommant moins de ressources. C'est cette idée, au fond, de sobriété, cette idée de penser un habitat qui vraiment soit conçu à partir des éléments du contexte, que ce soit des matériaux, des configurations sociales, écologiques. Ça va être aussi tout le mouvement des tiny house, par exemple, qui vise... Il y a un certain mouvement, mais qui vise à un moment donné à éviter des formes d'artificialisation des sols. Donc beaucoup de choses qui se déploient autour de cette figure et cette notion d'habitat frugal. Et enfin, cinquième figure, c'est l'habitat biodiversitaire et biomimétique. Ce qu'on a qualifié donc par rapport à cet habitat d'habitat producteur de biodiversité et conçu selon les principes du vivant. Donc deux dimensions dans cette figure-là. C'est à la fois finalement cette idée que les infrastructures urbaines, et notamment nos habitats, il n'y a pas comme ça une espèce de fatalité, comme quoi ces infrastructures seraient condamnées à finalement impacter les écosystèmes naturels, à avoir des effets notamment sur les consommations énergétiques et puis les bilans carbone. Il y a cette idée de se dire que finalement ces infrastructures, elles peuvent être aussi pensées comme des espaces qui vont permettre de régénérer les écosystèmes naturels. Alors ça, c'est théorique, mais il y a des choses qui se font de ce point de vue-là. C'est-à-dire penser à un moment donné un habitat permettant de travailler sur des formes de biodiversité positive, de pouvoir reconstituer aussi les écosystèmes naturels. Il y a un mouvement aussi qui va beaucoup dans ce sens-là. Et puis une deuxième tendance, c'est tout ce qui va concerner le mouvement autour du biomimétisme. Avec cette idée que finalement la nature a beaucoup de choses à nous raconter, la nature s'est adaptée, et donc ça implique aussi et ça impacte évidemment aussi les architectes et les urbanistes, et avec pas mal d'expérimentations, en tout cas de réflexion actuellement, et certaines expérimentations qui tendent de prendre la mesure des principes du biomimétisme pour penser l'architecture, l'habitat de demain. Alors juste deux exemples, dont on parle très souvent, c'est le Centre des Arts de Singapour qui s'inspire de l'écorce du fruit d'Orient pour concevoir cette infrastructure. Donc vous avez comme des espèces de petites écorces, c'est pas des écorces, mais qui sont développées sur la surface du bâtiment et qui s'adaptent en fait en fonction de l'évolution du soleil, en fonction de la journée. Et ça permet d'avoir aussi certaines qualités thermiques. Je pense aussi à l'Eastgate Center, donc au Zimbabwe, qui est un centre commercial et qui s'est inspiré des termitières pour déployer toute une série de solutions et avoir une certaine qualité thermique et énergétique extrêmement intéressante. Et puis enfin, dernière figure, c'est ce qu'on a appelé l'habitat temporaire et transitoire. Donc un habitat proposant des solutions d'hébergement temporaire de courte ou de moyenne durée. Là, par rapport à cette figure-là, il y a deux tendances aussi.
Il y a une tendance finalement où finalement ces habitats temporaires, hein, donc il y a pas mal d'expériences où j'ai mis là 2-3 exemples hein, finalement de petites maisons construites ponctuellement pour accueillir évidemment des personnes en situation de grande précarité, une réflexion aussi pour accueillir les réfugiés, notamment les réfugiés climatiques. Donc ça va un phénomène qui va s'accélérer dans les prochaines années. Donc finalement un habitat temporaire pour répondre à une situation de crise sociale majeure, mais vous avez aussi une deuxième tendance qui est finalement un peu moins subie, qui est plutôt, on va dire, une autre manière d'habiter. Et je pense à tout le phénomène de l'urbanisme temporaire et transitoire qui s'est déployé depuis les grands voisins, où là on va dire c'est plutôt des bobos, hein, plutôt bien lotis qui sont dans ces formes-là, et qui finalement nous disent, bon, premier constat, il y a quand même 4 millions de mètres carrés d'espace de bureaux vacants en Ile-de-France, qui est quand même une toute petite donnée qui n'est pas inintéressante. Donc ça c'était un peu l'origine. Mais deuxième idée, c'est de se dire que finalement on peut penser le développement d'activités nouvelles, tester de nouvelles solutions, notamment d'habitat, à travers ces formes d'urbanisme temporaire où on expérimente pendant 2 ou 3 ans maximum. Donc, 6e figure qu'on a pu identifier. Alors, par rapport à ces 6 figures, on était contents, c'était assez intéressant, on a pu voir pas mal de choses, mais on se dit fatalement, voilà, comment est-ce qu'on déplace finalement l'expérimental, ce qui émerge, ce qui est complètement alternatif, là, tout clairement, le régime dominant de production de l'habitat fonctionne très différemment et à l'opposé quasiment de ces 6 figures que je viens de vous présenter. Et par rapport à ça, on peut avoir des solutions réglementaires, on peut avoir des solutions techniques, technologiques qui permettraient à un moment donné aussi de répondre à ces éléments-là. Nous, ce qu'on a vraiment essayé de défendre, c'est que c'était d'abord et avant tout une histoire de transformation culturelle. Derrière ces figures, il y a finalement beaucoup de choses qui nous sont dites, qui sont des choses éminemment culturelles. D'abord, sur la culture de l'architecture, par exemple, toutes ces notions d'adaptabilité, de réversibilité, d'attention à l'usage, aux usagers, la prise en compte de la maîtrise d'usage, c'est clairement une nouvelle culture de l'architecture, en tout cas qui est posée et qui n'est pas forcément enseignée pleinement dans les écoles d'architecture. Donc il y a une question aussi de la culture, de l'architecture qui est posée. Mais au-delà de ça, c'est à un moment donné aussi une autre manière de penser le rapport à l'autre dans le cadre de ces habitats participatifs, par exemple, ou d'avoir un autre rapport au vivant non humain dans le cadre d'infrastructures qui pourraient à un moment donné accueillir des formes de biodiversité positive. Donc ce qu'on a essayé de dire, c'est que c'est fondamentalement une question culturelle qui est posée dans le cadre de ces figures de l'habitat demain. Et il y a très certainement, alors là c'est donc tout l'objet de l'ouvrage que je viens de finir pour une culture des transitions, il y a très clairement un enjeu culturel des transitions qui doit être posé. Et au-delà de cette considération que les transitions c'est d'abord une affaire culturelle avant d'être une affaire technique et réglementaire, il y a derrière des politiques publiques à poser et certainement des politiques publiques culturelles, des transitions territoriales à imaginer.